C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la journée internationale du travail. Nous irons dans ce journal en Éthiopie où les représentants syndicaux demandent l'instauration d'un salaire minimum. Et puis au Burkina Faso où la traditionnelle marche du 1er mai a été empêchée par les autorités. Nous serons à Addis Abeba et à Ouagadougou dans ce journal. Le phénomène El Niño et les ravages qu'il provoque sur le continent, au Kenya, les pluies diluviennes ont fait au moins 179 morts depuis début mars et en Afrique australe. C'est la sécheresse qui menace les populations et les animaux. Et à la fin de ce journal, nous irons en Algérie, à 1200 km de la capitale, à la découverte d'une pratique ancestrale d'irrigation et de captation d'eau. Ça se passe à Timimoun, la ville rouge. Les détails à suivre. La journée internationale du travail en Éthiopie, les représentants syndicaux ont lancé, en présence de la ministre du Travail, un appel pour mettre fin au conflit qui mine le pays et pénalise l'économie. Ils demandent également l'instauration d'un salaire minimum pour les nombreux Éthiopiens qui ne parviennent pas à vivre de leurs revenus. Clotilde Hazard est sur place. Les syndicalistes ont insisté sur l'importance d'encourager le dialogue pour mettre fin au combat entre l'armée fédérale et les milices des régions Amhara et Oromia. Dans un contexte d'inflation, ils appellent le gouvernement à alléger l'impôt sur le revenu pour améliorer les conditions de vie des travailleurs dont le salaire moyen en Éthiopie équivaut à 150 € par mois. Ils veulent aussi instaurer un salaire minimum dans le pays. Une proposition soutenue par la Confédération des employeurs éthiopiens qui y voit un indicateur positif pour les investisseurs étrangers. La loi sur le devoir de vigilance qui sera mise en œuvre dans les prochaines années ne soutiendra que les économies qui peuvent établir ou ont déjà établi un salaire minimum pour exporter leurs produits sur le marché européen. Sinon, en l'absence de ces éléments et d'autres questions relatives au travail décent, les pays ne pourront pas exporter leurs produits vers les marchés étrangers comme l'économie européenne. L'Éthiopie est attractive pour sa main-d'œuvre très bon marché dans le secteur manufacturier et en particulier textile. En 2022, le pays avait attiré 3 milliards de dollars d'investissements directs étrangers et le gouvernement souhaite augmenter ses revenus. Pour ce qui est du salaire minimum, il en étudie la possibilité, mais vient alors la question du montant. Certaines usines en appliquent déjà un pour leurs ouvriers de base, mais ils dépassent rarement les 1500 birrs par mois, soit l'équivalent d'un peu plus de 24 €, insuffisant pour vivre décemment. Autre ambiance au Burkina Faso où les syndicats ont été empêchés de tenir leur traditionnelle marche en direction du ministère du Travail pour remettre leurs revendications. Ils ont pu tenir un meeting à la Bourse du Travail. Ils dénoncent les restrictions de liberté depuis l'arrivée des militaires au pouvoir. Écoutez ce responsable syndical de l'Union syndicale des travailleurs du Burkina. Et notre déception on ne peut pas mesurer parce que, disons que nous tous nous sommes nés trouvés que habituellement le 1er mai, les travailleurs sortent marcher, aller remettre leur cahier de doléances. Et c'est dans la tradition. Nous l'avons fait jusqu'en 2023 sans dégâts, sans rien. Et nous n'avons pas compris trop pourquoi aujourd'hui cela a été interdit. C'est plus que inquiétant à partir du moment où quand même c'est le b.a.-ba de la vie. Tu enlèves la liberté à quelqu'un, c'est-à-dire que tu lui as tout enlevé. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes plus qu'inquiets et nous interpellons le gouvernement. Les conclusions du dialogue national inclusif au Gabon. Le rapport des travaux remis au chef de la transition porte sur plusieurs recommandations. Parmi elles, l'instauration d'un régime présidentiel ou encore la mise en place d'un septennat renouvelable une fois. Cette réforme autorise également la candidature de Brice Oligui Nguema. La correspondance à Libreville d'Ismaël Obianze. C'est devant un parterre d'invités, les officiels gabonais, le corps diplomatique et le facilitateur de la transition gabonaise, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, que le chef de l'État gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu des commissaires le rapport final des assises. Parmi les résolutions les plus notables, la suspension des partis politiques jusqu'à la mise en place des règles plus strictes pour leur création sur la sellette. Le PDG, l'ex-parti présidentiel, fait l'objet d'une série de mesures allant jusqu'à
à l'inéligibilité de ces dirigeants pendant une période de 3 ans et à des enquêtes en cas d'éventuelles infractions. Selon le rapport final de la concertation, le gel des activités politiques vise entre autres la restauration de la confiance des Gabonais dans le processus démocratique. Pour le moment, pas de réaction officielle des responsables du PDG et de leurs alliés. En revanche, Pierre Claver Manganga Boussavou du Parti social-démocrate qualifie d'ineptie la décision de suspendre les partis politiques et menace de ne pas se laisser faire face aux appréhensions suscitées par les conclusions des assises. Brice Clotaire Oligui Nguema promet de mettre en place un comité de suivi des actes du dialogue. À noter que d'autres recommandations appellent à l'instauration d'un quota des étrangers pouvant vivre sur le territoire gabonais, à la nationalisation de la sous-traitance, aux conditions plus rigides d'acquisition de la nationalité gabonaise ou encore au retour au septennat renouvelable une fois pour l'élection présidentielle. Autant d'avis formulés et dont l'application relève désormais du pouvoir discrétionnaire du président du comité pour la transition et la restauration des institutions du Gabon. Prochaine étape, la création d'une constituante pour élaborer le nouveau code électoral et adopter une nouvelle constitution par voie référendaire. Au Kenya, une centaine de touristes sont bloqués par des crues provoquées par de fortes précipitations dans la célèbre réserve nationale de Masai Mara, dans le sud-ouest du pays. Les pluies torrentielles amplifiées par le phénomène El Niño ont fait au moins 179 morts depuis mars. Écoutez ce témoignage dans la région de Nairobi. L'eau est arrivée et j'ai senti comme si quelque chose était en train de tomber. C'est là que l'eau nous a emportés, ma femme, mon enfant et moi. Je suis resté bloqué dans la boue. Je me suis ensuite relevé et j'ai commencé à chercher mon bébé. Il a pleuré longtemps, mais je ne les ai pas trouvés. Je n'ai rien pu faire. Des pluies diluviennes au Kenya et des vagues de chaleur en Afrique australe. Le phénomène El Niño a des conséquences dramatiques dans la région. En Zambie ou au Malawi et au Botswana, la sécheresse a détruit les récoltes et provoqué la famine. L'assèchement des lacs et des rivières décime les troupeaux et menace les hippopotames. Sophie Lamotte. Un troupeau d'hippopotames pris au piège dans une mare de boue. Il y a encore quelques mois, cette rivière coulait à flot. Aujourd'hui, elle est complètement à sec et sa faune n'a nulle part où se réfugier. Il y a une grave sécheresse ici en ce moment. Notre bétail est affecté. Il reste toujours coincé dans cette mare boueuse tous les jours lorsque les bêtes essaient de boire de l'eau. Il n'y a plus d'eau, tout est asséché. Même les hippopotames qui habitaient là sont coincés. Principalement causée par le phénomène climatique El Niño qui devrait durer jusqu'au mois de mai, c'est la pire sécheresse qu'a connue la région depuis 40 ans. Depuis janvier 2024, 130 personnes ont perdu la vie et plus de 2 millions d'hectares de cultures ont été détruits. La rivière s'est asséchée. Nous n'avons plus de clients comme avant. L'industrie de la pêche s'est effondrée, les arbres meurent lentement. Il n'y a même plus de verdure comme avant. Nos pirogues sont à sec. Et les gens souffrent. Au Botswana, des milliers de personnes sont alors contraintes de fuir vers le nord du pays, proche des réserves naturelles plus humides. Nous avons déménagé temporairement ici à cause de la sécheresse. Nous avons perdu beaucoup de notre bétail, en particulier les veaux. Depuis que nous nous sommes relocalisés, la situation s'est améliorée. Notre bétail est en meilleure forme et nous espérons que nous survivrons à cette sécheresse. 24 millions de personnes sont désormais menacées de famine en Afrique australe et les pénuries d'eau ont aussi aggravé l'épidémie de choléra dans la région qui a fait plus de 4000 morts depuis le début de 2023. Et justement, alors que la sécheresse fait des ravages, les techniques ancestrales pour irriguer les récoltes sont de plus en plus mises en valeur. Dans le sud algérien, à 1200 km d'Alger, dans la ville de Timimoun, la Fogara, la captation des eaux souterraines et sa distribution pour l'agriculture est toujours pratiquée par les habitants. Elle consiste en des galeries qui drainent l'eau pour irriguer les cultures dans les oasis. Clarisse Fortuné. À l'intérieur des entrailles de la terre, Abdelhamid trouve son chemin. Il est chargé d'inspecter ce puits qui permet de canaliser les eaux de la nappe phréatique vers la surface du sol. Un système d'irrigation ancestrale appelé la Fogara.
C'est la Foggara la plus grande et la plus longue de la wilaya de Timimoun, dans la région de Gourara. Ce patrimoine que nous avons ici a été fait par nos ancêtres il y a près de 800 ans. C'est eux qui ont construit ces tunnels avec leurs mains. Lorsque la canalisation d'un puits est obstruée, il faut descendre parfois jusqu'à 30 mètres de profondeur afin de retirer le sable ou la terre à la main. L'eau servira à l'irrigation des oasis ou des champs, comme celui de cet agriculteur qui utilise cette eau. Cette eau provient du lieu où l'eau s'accumule, qui est la source de division et de distribution de l'eau. Ensuite, l'eau coule ici dans le verger où est rempli le réservoir. L'agriculteur prend alors sa part de l'eau, selon les parts décidées. Chacun reçoit suffisamment d'eau pour son verger, en fonction de sa superficie, que le verger soit grand ou petit. Le savoir-faire des travailleurs dans ces foggaras est inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Une tradition qui perdure et pour certains qui relève du miracle. Elle a réussi à faire pousser des oasis au milieu du désert. Et avant de se quitter, on part au Maroc, à Tanger. La ville a été désignée capitale de la Journée internationale du jazz 2024. Elle a organisé un concert d'anthologie qui a vu défiler sur scène des géants du jazz. Parmi eux figure le grand Herbie Hancock. Écoutez. Lorsque les gens viennent écouter la musique, ils peuvent ressentir la joie qui émane de nous. Cette expérience partagée par les musiciens est également partagée par le public. C'est pourquoi ils viennent et remplissent les auditoriums. Voilà, c'était Herbie Hancock. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous sur France 24. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition Aline Bottin. Merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. On va se quitter en musique. L'info continue sur France 24.